4. Les besoins fondamentaux des Tibétains, domaine d'autogouvernance. Premièrement, la langue. La langue est l'attribut le plus important de l'identité du peuple tibétain. Le tibétain est le premier moyen de communication. La langue dans laquelle sa littérature, ses textes spirituels et ses travaux historiques et scientifiques sont écrits. La langue tibétaine est non seulement aussi complexe que le sanskrit, en termes de grammaire, mais elle est aussi la seule qui permet de traduire le sanskrit, sans la moindre erreur. C'est pourquoi la langue tibétaine dispose d'une des littératures les plus riches et les mieux traduites au monde. Mais en outre, de nombreux universitaires soutiennent qu'elle abrite également le plus riche et le plus grand nombre d'œuvres littéraires. La Constitution de la République populaire de Chine, dans son article 4, garantit à toutes les nationalités la liberté d'utiliser et de développer leur propre langue écrite et parlée. Afin de permettre aux Tibétains d'utiliser et de développer leur langue, le tibétain doit être respecté en tant que langue écrite et parlée. De la même façon, la langue principale des régions autonomes du Tibet doit être le tibétain. Ce principe est largement reconnu par l'article 121 de la Constitution qui stipule que les organes d'autogouvernance des régions nationales autonomes utilisent la langue écrite et parlée ou la langue communément utilisée dans la région. L'article 10 de la loi sur l'autonomie régionale nationale indique que ces organes doivent garantir dans ces régions la liberté des nationalités d'utiliser et de développer leur langue écrite et parlée. En accord avec le principe de reconnaissance du tibétain comme langue principale dans les régions tibétaines, la LARN, article 36, permet également aux autorités gouvernementales autonomes de décider de la langue utilisée dans l'enseignement et les procédures d'inscription. En matière d'éducation, cela implique la reconnaissance du principe selon lequel le principal médium d'éducation doit être le tibétain. 2. La culture. Le concept d'autonomie régionale nationale a pour principal objectif de préserver la culture des nationalités minoritaires. Par conséquent, la Constitution de la République populaire de Chine contient des références à la préservation culturelle dans ses articles 22, 47 et 119, ainsi que dans l'article 38 de la LARN. Pour nous, les Tibétains, la culture tibétaine est étroitement liée à notre religion, à notre tradition, à notre langue et à notre identité, qui font face à des menaces à plusieurs niveaux. Étant donné que les Tibétains vivent dans l'État multinational de la République populaire de Chine, ce patrimoine culturel tibétain, singulier, doit être protégé par des dispositions constitutionnelles appropriées. 3. La religion. La religion est fondamentale pour les Tibétains et le bouddhisme, et étroitement liée à leur identité. Nous reconnaissons l'importance de la séparation de l'Église et de l'État, mais elle ne devrait pas remettre en cause la liberté et la pratique religieuse des croyants. Pour les Tibétains, il est impossible de concevoir la liberté personnelle ou collective sans la liberté de pensée, de conscience et de culte. La Constitution reconnaît l'importance de la religion et protège le droit de la pratiquer. L'article 36 garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de culte. Nul ne peut contraindre autrui à croire ou à ne pas croire en une religion, quelle qu'elle soit. La discrimination sur la base de la religion est interdite. Une interprétation de ce principe constitutionnel, à la lumière des normes internationales, couvrirait également la liberté de croyance ou de culte. Cette liberté couvre le droit des monastères à s'organiser et à se gérer selon la tradition monastique bouddhiste, à s'engager dans l'enseignement et à intégrer un nombre quelconque de moines, de nonnes ou de personnes de tout âge conformément à ces règles. La pratique habituelle de l'organisation des enseignements publics et l'habilitation des grands rassemblements sont couvertes par cette liberté, et l'État ne devrait pas interférer dans les pratiques et les traditions religieuses, comme le rapport entre un maître et son disciple, la gestion des institutions monastiques et la reconnaissance des réincarnations. 4. L'éducation. Le désir des Tibétains de développer et d'administrer leur propre système éducatif en coopération et en coordination avec le ministère de l'Éducation du gouvernement central est soutenu par les principes posés par la Constitution en matière d'éducation.
Il en va de même pour l'aspiration à s'engager dans le développement de la science et de la technologie et à y contribuer. En psychologie, en métaphysique, en cosmologie et en compréhension de l'esprit humain, nous observons une reconnaissance croissante de la contribution bouddhiste à la science moderne en matière de développement scientifique international. Alors que selon l'article 19 de la Constitution, l'État prend la responsabilité globale d'assurer l'éducation de ses citoyens. L'article 119 reconnaît le principe selon lequel les organes d'autogouvernance des régions nationales autonomes administrent en toute indépendance les affaires touchant à l'éducation dans leurs régions respectives. Ce principe est aussi présent dans l'article 36 de la LARN. Étant donné que le degré d'autonomie dans la prise de décision n'est pas clair, il faut mettre l'accent sur le fait que les Tibétains doivent disposer d'une véritable autonomie en ce qui concerne l'éducation de leur nationalité, comme le prévoient les principes sur l'autonomie dans la Constitution. Quant à l'aspiration à participer et à contribuer au développement des connaissances scientifiques et de la technologie, la Constitution article 119 et la LARN article 39 reconnaissent clairement aux régions autonomes le droit de développer leurs connaissances scientifiques et leurs technologies. 5. La protection de l'environnement. Les grands fleuves d'Asie prennent principalement source au Tibet, où se trouvent également les montagnes les plus élevées, et le plus haut et le plus vaste plateau du monde, riche en ressources de minerais, en forêts anciennes et en profondes vallées vierges de toute perturbation humaine. Cette pratique de protection de l'environnement a été encouragée par le respect traditionnel que le peuple tibétain porte à toutes les formes de vie, lequel interdit de faire du mal à tous les êtres conscients, que ce soit des humains ou des animaux. Autrefois, le Tibet était un sanctuaire pour la faune et la flore, sauvages, parfaitement préservés, dans un écosystème unique. Aujourd'hui, l'écosystème traditionnel du Tibet souffre de dégâts irréparables. On en contraste les effets notables, particulièrement dans les prairies, les terres agricoles, les forêts, les ressources en eau, ainsi que la faune et la flore sauvages. Au regard de tout cela, en vertu des articles 45 et 66 de la LARN, le peuple tibétain devrait se voir accorder ses droits sur l'environnement et serait ainsi en mesure de poursuivre ses pratiques traditionnelles de préservation de l'environnement. 6. L'utilisation des ressources naturelles. En ce qui concerne la protection et la gestion de l'écosystème et l'utilisation des ressources naturelles, la Constitution et la LARN ne reconnaissent qu'un rôle limité aux organes d'autogouvernance des régions autonomes. Voir les articles 27, 28, 45 et 66 de la LARN, ainsi que l'article 118 de la Constitution qui stipule que l'État doit porter toute attention nécessaire aux intérêts des régions autonomes nationales. La LARN reconnaît qu'il est important que les régions autonomes protègent et développent les forêts et les prairies, article 27, et qu'elle donne la priorité à l'exploitation raisonnée et à l'utilisation des ressources naturelles que les autorités locales ont le droit de développer, mais seulement dans les limites des plans nationaux et des modalités légales. De fait, le rôle central de l'État en ces matières se reflète dans la Constitution, article 9. Les principes d'autonomie énoncés dans la Constitution ne peuvent pas, selon nous, véritablement amener les Tibétains à prendre leur destin en main s'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans les prises de décision quant à l'utilisation des ressources naturelles, comme les ressources en minerais, les eaux, les forêts, les montagnes, les prairies, etc. La propriété de la terre est le socle sur lequel on construit le développement des ressources naturelles, les impôts et les revenus d'un système économique. Dès lors, il est essentiel que le peuple d'une région ait l'autorité juridique pour transférer ou louer ses terres, sauf celles qui appartiennent à l'État. De même, l'autorité de la région autonome doit pouvoir formuler et mettre en œuvre des projets de développement en toute indépendance parallèlement aux projets de l'État. 7. Le développement économique et le commerce. Au Tibet, le développement économique est le bienvenu et il est très nécessaire. Le peuple tibétain reste l'un des plus en retard sur le plan économique au sein de la République populaire de Chine.
La Constitution reconnaît le principe selon lequel les autorités autonomes ont un rôle important à jouer dans le développement économique de leur région au regard des caractéristiques et des besoins locaux. Article 118 de la Constitution, également énoncé dans l'article 25 de la LARN. La Constitution reconnaît également le principe d'autonomie dans l'administration et la gestion des finances. Article 117 et article 32 de la LARN. En même temps, la Constitution reconnaît aussi qu'il est important que l'État accorde des fonds et de l'aide aux régions autonomes pour accélérer leur développement. Article 122 et article 22 de la LARN. De même, l'article 31 de la LARN reconnaît aux régions autonomes et particulièrement à celles qui, comme le Tibet, ont des frontières avec des pays étrangers, la compétence de faire du commerce transfrontalier et de commercer avec d'autres pays. La reconnaissance de ces principes est importante pour la nationalité tibétaine, étant donné la proximité de la région avec des pays étrangers avec lesquels les Tibétains ont des affinités culturelles, religieuses, ethniques et économiques. L'aide accordée par le gouvernement central et les provinces a des bénéfices provisoires, mais à long terme, si le peuple tibétain n'est pas autosuffisant et qu'il devient dépendant des autres, les inconvénients seront plus importants. Dès lors, un objectif important de l'autonomie est de faire en sorte que le peuple tibétain soit économiquement autosuffisant.